Bonjour, vous m'entendez? Merci d'être venus si nombreux pour parler de la transmission de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc grâce à la BD et à une web-série réalisée avec les éditions Dupuis et l'Uni Enseignement, le site de l'ENA destiné aux enseignants. Donc peut-être que je vais commencer par vous laisser vous présenter. Ouais, je vous connais assez bien. Je m'appelle Jean-David Morvan, je suis scénariste de bande dessinée depuis longtemps, 30 ans je crois. Et j'ai été longtemps réputé comme un scénariste de science-fiction, et puis d'un coup je suis devenu scénariste historique. Et quand j'étais scénariste de science-fiction, j'avais pas autant de monde dans les salles où je venais, donc ça vaut le coup d'être scénariste historique. Voilà. Je fais une BD avec une résistante qui m'apprend à moi justement l'histoire et la transmission de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Madeleine Riffaut, qui a 100 ans maintenant. On fait une BD qui s'appelle Madeleine Résistante chez le même éditeur que Manouchian. Et je lui ai demandé d'ailleurs, c'est une question que vous vous posez peut-être, je ne sais pas, pourquoi on disait Manouchian et pas Manoukian. Et donc elle m'a dit, parce que sur l'affiche c'est marqué Manouchian. C'est vrai. Donc c'est CH, donc c'est bien un chat. Les Arméniens disent Manouchian, donc on devrait dire Thomas Cherkesian, et maintenant c'est à lui de se présenter. Donc moi je suis Thomas Cherkesian. Voilà. Et donc moi je suis dessinateur de la BD donc Manouchian qui est paru aux éditions Dupuis. Et contrairement à JD, ça fait très peu de temps que je fais de la BD. J'ai pas forcément de spécialité, vu qu'on va dire pour l'instant ça va être historique, hein, vu que c'est la seule que j'ai faite, mais peut-être que je serai destiné à faire autre chose. Et donc on s'est rencontrés un peu de manière inopinée en 2022. En décembre 2022 sur LinkedIn, comme quoi on peut trouver du travail sur LinkedIn encore aujourd'hui. Et encore plus dans la bande dessinée, ça peut paraître un peu étonnant. Et moi je sortais d'école à ce moment-là, donc j'ai fait des études d'art à Lyon, dans une école qui s'appelle École. Peut-être que ça va en parler à certains et peut-être qu'à d'autres ça va pas du tout parler, mais j'ai fait 4 ans là-bas et en sortant j'ai eu la chance quand même de pouvoir faire de la bande dessinée assez rapidement. Je sais que c'est pas vraiment évident de faire de la BD dès qu'on sort d'école, c'est un milieu quand même qui est difficile en termes d'arriver à sortir quelque chose rapidement qui peut être cool à faire au tout début. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir bosser avec JD, avec les éditions Dupuis quand même très rapidement. Et voilà quoi, sur le bouquin Manouchian. On dit évidemment merci tout le temps aux éditions Dupuis parce qu'on a 2 représentantes devant, donc on est obligé quoi. Et enfin, donc moi je suis Olivier Pingal, je suis professeur d'histoire-géographie à mi-temps dans un collège à Suresnes, dans le Hauts-de-Seine. Et l'autre partie de mon mi-temps, je suis au ministère de l'Éducation nationale, je travaille à la DNE, Direction du numérique pour l'éducation, où entre autres je suis les ateliers numériques qui sont organisés ici à Blois et les labs numériques de Saint-Dié pour le festival de géographie si vous connaissez. Et aussi je suis responsable pédagogique de la plateforme EduBase qui recense les scénarios pédagogiques numériques qui sont produits en académie. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller découvrir EduBase. Ça c'est ton 3e mi-temps. C'est ma petite pub, c'est mon 3e mi-temps effectivement. Je commence direct sur... ouais, d'accord. Alors du coup, je vais commencer tout de suite pour vous expliquer un petit peu... enfin, vous expliquer. Je pense que j'ai un public quand même relativement important de professeurs d'histoire-géographie, donc je pense que là-dessus, vous n'allez pas être surpris. Public, ça. Voilà, vous n'allez pas être surpris. Sur l'intérêt, en fait, de travailler sur la figure de Manouchian en histoire-géographie. Alors moi, je vous l'ai dit, je suis professeur de collège, donc effectivement... Manouchian, alors moi déjà dans ma pratique pédagogique j'ai quand même l'habitude de travailler sur le local. Alors pour la petite histoire, j'ai commencé ma carrière à Évry et donc pendant 12 ans je descendais à la gare d'Évry-Petit-Bourg où a été arrêté Manouchian en 1944 et puis maintenant je suis professeur à Suresnes, donc au Mont-Valérien, à côté, à quelques encablures du Mont-Valérien, donc c'est un peu un personnage qui m'a marqué et du coup c'est vrai qu'en plus comme j'ai cette habitude de travailler sur le local assez vite je me suis tourné vers cette figure de Manouchian, surtout quand il y a eu tous les événements autour de sa panthéonisation, bien sûr, en 2024. Donc Manouchian, pourquoi travailler sur lui en 3e? Écoutez, c'est assez évident en fait. Hein. C'est un personnage un peu fil rouge. On en a quelques-uns comme ça qu'on peut convoquer. Hein. Il y a De Gaulle sur la première partie, sur le XXe siècle, hein, combattant de la Première Guerre mondiale, résistant pendant la Seconde, président de la Ve République. Il y a Simone Veil,
avec déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, puis ministre de la Santé, puis présidente du Parlement européen. Et donc il y a Manouchian, et c'est vrai que cette BD et cette web-série qu'on va vous présenter aujourd'hui sont vraiment un support de choix pour travailler sur cette figure de Manouchian. Alors avec cette idée, donc le premier thème, en fait, moi l'idée que j'ai eue, c'est vraiment d'utiliser la figure de Manouchian comme un fil rouge sur le premier thème de troisième, à savoir donc, pour pas dire de bêtises exactement, l'Europe, un théâtre majeur des guerres totales. D'accord ? Donc on a quatre chapitres, pour être précis dans ce je ne vais pas vous refaire tout le programme, mais en 2 mots. Donc un premier chapitre sur civil et militaire pendant la Première Guerre mondiale. Donc là on peut très facilement convoquer Manouchian à travers son expérience pendant le génocide des Arméniens. Ensuite, pour la partie des années 30, bien évidemment, on peut évoquer son engagement auprès du Parti communiste à partir des manifestations de février 1934. Et puis, pour la partie Seconde Guerre mondiale, évidemment, tout son parcours de résistant au sein des FTP-MOI. Là aussi, il y a FTP-MOI ou FTP-MOI. Donc moi, je dis FTP-MOI. Voilà, donc on a... Moi, c'est aussi Madeleine qui m'a dit MOI, alors je dis MOI. Voilà. Donc, le seul truc bizarre, je te coupe juste deux oui, bien sûr, bizarre avec Manouchian et sur lequel on ne peut pas le convoquer, c'est la guerre d'Espagne. Et c'est un grand mystère pour moi de savoir pourquoi il n'est pas allé à la guerre d'Espagne alors qu'il était militant communiste. A priori, c'est le parti qui a voulu le garder pour écrire, parce que c'est un grand écrivain, et donc il n'est pas parti en Espagne. C'est un trou quand même dans sa vie, c'est étrange, mais c'est comme ça. Alors là, je suis désolé, je vais m'asseoir parce que je vais vous faire une petite démo aussi du site Lumni. Alors bien sûr, toujours pas pour en finir sur les programmes, bien sûr en première générale, première professionnelle, première technologique, on peut évidemment travailler sur la figure de Manouchian, même si moi c'est plus spécifiquement adapté ce que je vous ai préparé à des élèves de 3e. Alors, donc là on va vous présenter en fait 2 objets, deux possibilités de travailler sur Manouchian, à la fois sur la BD de Jean-David et Thomas, et puis sur la web-série qui a été faite par Lumni Enseignement, comme vous a expliqué tout à l'heure Cyrielle. Donc petit rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le site Lumni Enseignement, il y a le site Lumni qu'on a un peu tous découvert au moment du confinement, qui est le site grand public, mais le site Lumni Enseignement, c'est un site qui est vraiment spécifiquement dédié aux enseignants. D'accord ? Vous allez voir, il y a beaucoup plus d'options, on peut faire beaucoup plus de choses avec ce site Lumni. Vous avez 2 manières d'y accéder, soit vous y accédez via votre site, votre adresse académique, et directement depuis le site Lumni Enseignement, soit, moi je vous ai montré l'exemple, parce que dans mon département, dans lequel j'enseigne, dans les Hauts-de-Seine, on a donc... c'est relié à ce qu'on appelle le GAR, donc le gestionnaire d'accès aux ressources, ce qui fait que je peux me connecter via mon ENT et mes élèves peuvent se connecter via leur ENT. C'est quand même beaucoup plus pratique quand c'est possible. Si d'aventure ce n'est pas le cas dans votre établissement, si vous disposez d'un ENT bien sûr, vous pouvez voir avec votre référent numérique pour qu'on y ajoute Lumni Enseignement. Donc lorsqu'on va sur Médiacentre, voilà, on retrouve Lumni Enseignement et on arrive donc sur le site Lumni Enseignement. Je suis automatiquement identifié avec mon compte. Et parmi, je ne vais pas vous présenter le site Lumni Enseignement en détail aujourd'hui, c'est pas le propos, mais parmi les options, les possibilités qu'on a, on peut très facilement composer des classeurs. Donc moi je me suis composé un classeur. Un classeur, c'est vous prenez des ressources dans Lumni, vous les classez, vous donnez un nom à votre classeur, vous pouvez le mettre à disposition de vos élèves, etc. Donc là je me suis créé un petit classeur pour la présentation de ce matin sur Manouchian. J'ai mis mes 3 pistes pédagogiques et je lui ai mis aussi la collection donc, des 4 vidéos qui ont été faites, des 4 épisodes de la web-série. Alors, cette web-série, elle est tout à fait adaptée à l'usage en classe. Ce qu'on aime bien, c'est quand même des vidéos relativement courtes. Les élèves, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ils décrochent. Elles mêlent à la fois des images d'archives et des extraits de la BD de la bande dessinée. Donc c'est assez attrayant pour les élèves. Quoi dire d'autre? Vous les avez, donc là, oui, vous avez toutes les 4. Bon, si je vous montre par exemple la première, attention, voilà, parce que le son démarre tout de suite. Donc là, vous avez ici la première. Vous pouvez télécharger la vidéo, vous pouvez ajouter d'autres vidéos au classeur, et vous avez aussi possibilité, je vous le dis vite, parce que c'est très intéressant, de faire un extrait de la vidéo. En 2 clics, vous faites vous-même votre extrait. C'est ultra simple, même si on ne sait pas faire de montage. Vous pouvez afficher la transcription. Ça aussi, c'est pas mal non plus quand vous le diffusez en classe. Alors voilà, c'est extra simple et ultra pratique. Voilà. Donc ça, c'est pour l'utilisation de la BD, enfin de la web-série. Alors pour la BD, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'il faut que les élèves l'aient en leur possession, on est bien d'accord. Donc soit vous avez la possibilité, vous allez voir dans les pistes pédagogiques qu'on a préparées pour vous, d'utiliser la web-série ou d'utiliser des vignettes qu'on met à votre disposition sur le site Lumni Enseignement.
Soit, moi j'ai un stratagème, je ne sais pas s'il est utilisable et déployable dans vos établissements. Moi ce que je fais en général, c'est que je fais le concours de la résistance tous les ans avec mes élèves et j'arrive toujours à faire acheter, soit sur le budget du collège, soit sur le budget du FSE, un lot de BD pour les gamins qui s'engagent dans le concours de la résistance, qui me permet d'offrir une BD aux gamins et de travailler avec eux dessus. Voilà. Donc cette année, ça sera celle-ci. Voilà. Donc voilà pour les pistes, enfin les premiers éléments que je voulais vous donner. Donc moi je vais présenter brièvement un peu l'origine de cette série. Je veux bien... Donc ça voici la fameuse BD Missak Méliné, le groupe Manouchian, qui est paru aux éditions du Puy. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai l'impression. Ouais, ok. Voilà, pose sur le menton. D'accord, merci. Donc voici la BD. Évidemment, la grande actualité Manouchian l'année dernière, ça a été la panthéonisation. Quand nous on s'est posé la question à l'Union Enseignement de produire donc des vidéos sur Missak Manouchian, je me suis rapprochée de Jean-David quand j'ai su qu'il préparait une BD, puisque je suis déjà fan de son travail sur Madeleine. On est tous fans de Madeleine ici, il faut. Et donc des éditions du Puy pour réfléchir à une série qui serait composée d'épisodes de moins de 5 minutes pour les raisons qu'a évoquées Olivier, effectivement, qui soit diffusable en classe et qui puisse servir de support et évidemment présenter l'histoire de Missak et de la résistance et du génocide des Arméniens au tout début évidemment de façon attrayante et pédagogique. Alors la BD, c'est pas que pour l'attrait, c'est aussi parce qu'on n'a pas beaucoup d'archives sur tout ce qui se passe dans la clandestinité, sur le génocide des Arméniens, sur la résistance, et donc je pense que Jean-David et Thomas parleront de leur démarche. Évidemment, la BD permet aussi d'évoquer des éléments qu'on ne peut pas montrer parce que les archives sont inexistantes. Peut-être qu'on peut montrer quelques secondes, alors juste ces 4 épisodes de 5 minutes, accessibles sur le mini enseignement, et aussi en accès libre, donc pas forcément besoin d'avoir... Les élèves peuvent y accéder aussi en accès libre. Février 1944, au Mont-Valérien, 22 hommes sont fusillés par les Allemands. 22 résistants communistes. Parmi eux, leur chef, Missak Manouchian, un Arménien de 37 ans. Sous ses ordres, d'août à novembre 1943, ils ont multiplié les attaques armées contre les forces d'occupation allemandes. Les femmes et les hommes de ce groupe sont juifs, arméniens, polonais, hongrois, roumains, bulgares, espagnols, italiens, français d'origine ou récemment naturalisés. Étrangers, résistants et communistes, ils incarnent tout ce que l'idéologie nazie déteste. Pour comprendre les raisons de leur engagement, retraçons le parcours de Missak Manouchian. Missak voit le jour le 1er septembre 1906. Je peux vous dire, parce que j'ai pas encore travaillé, j'ai pas encore fait les 3 pistes pédagogiques, mais celle-ci je l'ai déjà faite en classe. Et commencer par cette vidéo-là, notamment les 30 premières secondes, ça scotche les élèves tout de suite. Voilà. Il y a déjà dès le début une petite erreur qu'on a fait aussi dans la BD parce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est qu'on s'est rendu compte à l'occasion de la panthéonisation, quand ont été retrouvés des dossiers et des carnets de notes en fait en Arménie, que Manouchian il n'avait pas 37 ans, il avait 3 ans de moins, mais en arrivant il s'est vieilli de 3 ans pour pouvoir travailler. Et ça c'est quelque chose qu'on a appris qu'après la parution de la bande dessinée. Et c'est intéressant de voir qu'on peut toujours faire des mises à jour et qu'il y a toujours plein de choses qui arrivent et je ne sais pas comment on les fera, mais peut-être le prochain livre qui sera sur Manouchian, il sera un peu plus, encore un peu plus sûr, et c'est aussi pour montrer, mais ça vous le savez tous, que l'histoire évolue aussi au fur et à mesure des découvertes qu'on fait, et que c'est effectivement, si on regarde un film sur le Moyen-Âge des années 50, il ne ressemble pas au film sur le Moyen-Âge d'aujourd'hui. Et donc c'est cette évolution-là de l'histoire aussi qui est intéressante à travers la bande dessinée, et on s'est dit à un moment, en fait, on a les boules parce qu'on s'est trompé, mais comme personne ne pouvait le savoir, ben, voilà. Et puis voilà, peut-être on changera et je mettrai une note s'il y a une réédition, on a déjà eu pas mal, donc on verra. Mais c'est intéressant aussi d'accepter, quand on fait de l'histoire, à mon avis, de se tromper, parce qu'il n'y a pas tellement le choix. Et là, surtout, sur les FTP Moy et toutes leurs actions, il y a beaucoup de concurrence de mémoire entre le Parti communiste, entre les gaullistes, entre des historiens qui disent qu'ils ont eu un rôle prépondérant, des historiens qui disent qu'ils n'ont pas eu un si grand rôle que ça.
Et donc tout le boulot de la BD, ça a été de trouver une voie médiane avec Thomas Fontaine, l'historien et qui est directeur du musée de la Résistance nationale, d'essayer de trouver quelque chose qui soit le plus neutre idéologiquement possible, ce qui est pas évident, en sachant qu'ils sont communistes. On n'a pas nié ce fait-là du tout. Mais en tout cas, essayer d'être en dehors de toute propagande d'après-guerre ou d'avant-guerre, ou de pendant la guerre avec les Allemands. Donc c'était un boulot assez intéressant, et heureusement qu'il était là pour le faire, surtout lui, parce que c'était éreintant de trouver chaque action que Arsène Cherkessian a racontée dans son livre, de voir si elle était vraie, si elle était fausse, qui était vraiment là, etc. C'était vraiment un gros boulot. Alors, est-ce que je vous laisse présenter la genèse de la BD, les choix graphiques, peut-être expliquer les choix graphiques et les sources utilisées? Alors, je vais faire quelques allers-retours entre la position assise et debout, comme ça je mets bien tout le monde, voilà, ceux de devant et ceux de derrière. Alors, la genèse de la BD, donc Gilles a été mis en contact avec, je me souviens plus de son nom, mais quelqu'un qui était déjà au courant en amont qu'il allait avoir la panthéonisation de Missak Manouchian. Avec Pascal Horry. Pascal Horry, voilà. Donc déjà en décembre ou novembre 2022, donc quand même plus d'un an avant, il était mis au courant, avant l'officialisation déjà en juin 2023. Et ça lui a permis de commencer à mettre sur papier ses envies de raconter son histoire qui était là déjà depuis un bon moment. En fait, je voulais absolument le faire, raconter l'histoire de Manouchian, mais aussi des autres, et pas seulement des 23. On a 30 portraits dans le bouquin, on parlera des portraits. Parce que Madeleine m'en parlait, Madeleine Riffaut, et elle a vu l'affiche rouge ce 21 ou 22 février, et donc c'est ça elle était déjà dans la résistance, elle était au Front National de Libération, mais elle est rentrée au FTP, donc pas Moï parce qu'elle était française, donc pas manœuvre immigrée, mais franc-tireur et partisan tout simplement, en se disant le réseau est décapité, il n'y a plus de tueurs de nazis dans Paris, et il va falloir que je m'y mette aussi. Et donc on lui a dit, ben en fait, c'est peut-être pas une bonne idée, tu sais que tu as 3 mois de survie si tu rentres dans les FTP, c'est à peu près le temps qu'on avait avant d'être arrêté par les nazis, torturé, sans doute tué. Et elle a dit, je m'en fous, je veux le faire, elle l'a fait. Elle a été arrêtée en juillet, donc après avoir tué un soldat allemand. Donc sur le pont de Solferino, 2 balles dans la tête. Donc en fait, ça me semblait important de le faire, parce que je me disais, si je le fais pas maintenant, ça va quand même être rapide à faire et un peu difficile, mais si je le fais pas maintenant, surtout après, on n'aura plus tellement envie de parler de Manouchian, parce que le gros focus aurait été mis sur la panthéonisation, les 80 ans du 21 février, et donc ça va repousser mon projet de plusieurs années, j'avais vraiment envie de le faire. Et donc j'avais cette idée bizarre de trouver un dessinateur au moins d'origine arménienne. Donc sur LinkedIn, j'ai vu qu'il s'appelait Cherkessian, je me suis dit, c'est bon, c'est lui. Heureusement qu'il était dessinateur, s'il avait été cuisinier, c'était plus compliqué. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti très vite sur le projet. Et après, quand on commence un tel projet, effectivement, il y a toute la partie de documentation, des livres à lire, mais ça c'est mon plaisir. Moi je fais de la BD pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, donc c'est ça que j'aime. Mais après, il faut tout dessiner, quoi. Et ça c'est le boulot de Thomas. Donc je te laisse parler un peu, tiens. Non, c'est vrai que tu étais mieux placé que moi pour savoir ce que tu avais envie de raconter et quand. Donc, JD, donc, il est scénariste, donc il fait le boulot de documentation. Heureusement, il a déjà fait pas mal de bouquins sur la résistance, donc il s'était déjà créé une grosse base de données, on va dire, sur la résistance parisienne. C'était un sujet qu'il maîtrisait quand même pas mal. Donc en arrivant sur Missak Manouchian, il n'arrivait pas au milieu d'un océan d'inconnus en se disant, bon, il faut que je reparte de zéro, à quoi ressemblait Paris dans les années 40, comment ils étaient fringués, etc. Donc moi ça m'a beaucoup aidé parce que ça a permis de raccourcir mon temps de dessin parce que j'avais déjà de la doc sous les mains. Et j'ai essayé du coup avec les dessinateurs qui ont bossé avec moi sur le projet et les coloristes de créer un univers le plus vérace possible historiquement avec des images d'archives. Donc c'est vrai que parfois les archives elles sont pas toujours présentes, notamment sur les portraits des résistants. On a eu la chance, malheureusement pour eux, d'avoir quand même toute une forme de trombinoscope qui avait été réalisé à leur sortie de prison de la part des résistants FTP et MOI, qui nous a permis de nous baser quand même solidement sur ces portraits-là pour avoir des portraits les plus proches possibles de ce à quoi ils pourraient ressembler. Alors c'est vrai qu'il y en a certains, on ne sait pas du tout, absolument pas du tout à quoi ils ressemblent, donc on a dû un peu freestyler et imaginer, mais la plupart des résistants, ils étaient quand même... ils avaient été pris en photo, ça nous a quand même beaucoup aidé pour pouvoir faire ces portraits-là que vous verrez si vous avez feuilleté la bande dessinée, donc les grands portraits en pleine page en noir et blanc. Et pour ce qui est du coup de la bande dessinée, les actions, etc.,
Il y a une partie qui est effectivement très proche historiquement parce qu'on a des archives, parce qu'on a de la doc, et il y en a une autre qui est forcément une part d'imaginaire basée quand même sur le plus d'archives qu'on avait à notre portée. Je pense par exemple au début sur le génocide des Arméniens. On sait par exemple que le père de Missak était un résistant fédaïs qui faisait partie de la milice résistante contre l'oppression ottomane, mais on ne sait pas exactement s'il est mort de cette manière-là, s'il est mort dans cette maison-là ou dans ce village-là. Donc c'est un peu ça aussi la bande dessinée historique, c'est arriver à lier de l'archive, à lier de la véracité historique, et en même temps une part de romantisation, une part d'écriture en fait qui fait que ça reste une œuvre d'art, une œuvre d'art complètement même. Donc c'est essayer de jongler entre ces deux trucs-là, entre la véracité historique et la romantisation. Voilà. En fait, il faut essayer de passer des informations sans qu'on se rende compte qu'on est en train de lire de l'information. Je pense que ça c'est le vrai boulot de la BD, c'est d'essayer d'emmener les gens dans la lecture d'une manière naturelle sans qu'ils aient l'impression de lire un livre d'histoire, hein, qui est très bien mais qui n'est pas le même sujet. Donc on a quand même vraiment basé ça sur l'histoire d'amour de Missak et Méliné, à savoir que, effectivement, comme il disait pour le génocide des Arméniens, c'est en fait tout ce qu'on sait sur l'histoire de la famille de Manouchian, c'est dans le livre de Méliné, et il y a 5 lignes, quoi. Donc il faut essayer de trouver, moi j'ai cherché dans la BD à mettre des rapports entre la mort de son père à cette époque-là et ce que lui deviendra, comment il lui enseigne la résistance et tout ça. Donc voilà, pour créer une cohérence narrative. Il y a des scènes, par exemple, quand elle est avec Charles Aznavour, Méliné, et qu'elle doit partir en Arménie soviétique. J'ai fait une scène où ils discutent avant qu'elle prenne le bateau. Voilà, on sait qu'elle a pris le bateau, on sait qu'elle est partie, on ne sait pas si elle était avec Aznavour, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Donc, mais tout ce que je mets dans la BD, c'est même si cette scène n'existe sans doute pas, en fait, tout ce qu'ils se disent est vrai, quoi. Enfin, en tout cas, le plus possible. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler ça, et personne ne saura si c'est vrai ou pas vrai, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est que les éléments qui sont dedans soient le plus vérifiés possible. Et justement, enfin, on parlait de tous ces gens, les 23, donc les 22 qui ont été fusillés, plus Golda Bancic qui a été décapitée à Stuttgart quelques mois après. Donc on a fait des grands portraits. Tu veux bien les montrer, toi? Enfin, au moins un. Et ça c'est Méliné. Et en fait, je me suis dit, on peut pas mettre que les 23, il faut que j'en mette plus. Donc on a mis Boris Olban, on a mis Joseph Epstein qui a été arrêté à Évry-Petitbourg en même temps que Manouchian, et qui était son chef. Et donc on a voulu finalement, à travers ces portraits qu'on ne connaît quasi, à part pour Manouchian parce qu'on en a d'autres, mais quasi qu'à partir des photos qu'ont fait les nazis ou des petits films qu'ils ont fait où ils avaient déjà été tabassés, ils n'étaient pas très enfants. Et donc moi j'ai pas voulu les montrer comme ça, donc j'ai voulu les montrer un peu starisés. Parce que je pense que c'est des gens importants de l'histoire de France, c'est des gens qui ont eu du courage. Voilà, donc on a fait tous les portraits ressemblant à des photos de Harcourt, comme s'ils avaient survécu et qu'après ils avaient tous été pris en photo par Harcourt, qui était le grand photographe des grandes stars depuis les années 20, et de Fernandel, de Jean Gabin, de tout le monde. Et donc c'était intéressant à faire, et du coup on en a profité pour raconter une sorte de bio. Même une bio de chacun assez courte, mais quand même le plus précise possible, que justement Thomas Fontaine a beaucoup retravaillé, il nous a bien aidé là-dessus. Parce que je voulais raconter leur vie à tous, parce que je trouve qu'ils sont tous incroyables, c'est des vies de dingue, et qui nous permettent, en plus, si on les lit, parce que lui vient d'Arménie, mais si on lit leur vie à tous, on comprend l'état de l'Europe à cette époque-là, avant la guerre. Et on voit que les Polonais, les Hongrois, tout le monde vient en France parce que c'est la dernière patrie qui est pas sous l'emprise. Et donc, quand ils se retrouvent en France, ils sont bloqués là et ils n'ont plus rien à faire à part mourir, de faire de la résistance. Donc je pense qu'on comprend bien. J'aurais bien aimé le mettre en BD, j'aurais bien aimé le mettre en scène, donner à eux, à chacun, une scène forte sur sa vie et tout ça. Mais en fait, on pouvait pas parce que ça aurait pris 600 pages, quoi. Ils ont des vies tellement folles tous que c'était impossible. Donc je me suis dit, en prenant le parti des portraits, c'est arrivé comme ça, on pourra faire un livre un peu plus court, mais il fait quand même combien, 150 pages quasi, donc c'était un gros boulot. Et en plus on avait un délai qui était le 21 février, et la panthéonisation, on ne pouvait pas le sortir après, donc on a, voilà, c'était un boulot de dingue. Thomas est arrivé d'abord, ensuite on s'est rendu compte qu'on était un peu serré, j'ai fait intervenir mes copains, parce que moi je fais de la BD dans un atelier avec plein de copains, et donc on a travaillé à plusieurs pour réussir à faire ce livre
tous ensemble et sans que ça se voit d'ailleurs, puisque chacun a eu un rôle différent. Il n'y a pas des pages dessinées par quelqu'un et d'autres par d'autres. On a fait un boulot de studio. Après, pour parler des sources, il y a un truc, pardon, pour le reniflement, il y a un truc que je fais beaucoup, c'est que je vais beaucoup chercher de cartes postales sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de sites de vente de cartes postales. Et donc, je me dis que le Paris de 1940, il ressemble sans doute un peu plus à celui de 1910, dans lequel il y a des cartes postales, que celui d'aujourd'hui. Donc, on va sur les lieux quand on peut, mais en fait, les cartes postales, c'est toujours un bon système, je trouve. Et en France, on a eu beaucoup de cartes postales, donc si je cherche en Italie ou en Allemagne, j'en trouve peu, mais en France, il y en a beaucoup. Et ça me permet de retrouver les lieux, en tout cas de les faire le plus précisément possible. Quand on nous dit qu'il habite, que tel personnage habitait dans telle rue, j'essaye de vraiment trouver l'endroit où il habitait, ce qui n'est pas toujours évident. Des fois, c'est sur une case grande comme ça, on s'en rend pas compte, mais nous, on a travaillé dessus. C'est en ça qu'être scénariste de science-fiction, ça va plus vite que l'historique, parce que ça demande beaucoup de recherche, mais c'est aussi fascinant. Et dans cette BD, il y a un moment où j'ai jamais trouvé le document que je cherchais, et ça me rend fou en fait. C'est l'assassinat de Julius Ritter, donc le chef allemand du STO. On sait rue Pétrarque, on sait à quel endroit il est assassiné, ou en tout cas où il habitait, où il a été tué par les Moy. Mais d'ailleurs, c'est une anecdote assez intéressante, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en fait, c'est Christina Boyko qui était la chef du renseignement de ce groupe, qui avait vu qu'il y avait un soldat allemand, un officier allemand qui quittait son appartement tous les jours à la même heure, qui prenait elle l'a suivi, donc qui prenait telle direction pour arriver à tel endroit, donc il prenait toujours le même truc, donc elle a tout repéré, et en fait elle a envoyé les gars, donc je pense qu'il y avait Rayman, par exemple, qui était là, Alfonso aussi je pense, et donc ils l'ont pisté comme ça et ils ont dit bah voilà, il faut que vous le tuiez au moment même où il sort, parce que le but de la Moy, c'était des FTP, c'était de tuer des officiers allemands et donc et pas des civils. C'est un peu la différence que je donne toujours entre résistants et terroristes, hein. Terroristes, on tue des gens plus faibles que soi, résistants, on tue des gens plus forts que soi, c'est une grosse différence en fait. Et donc quand ils sont donc on savait où c'était rue Pétrarque, mais aujourd'hui il y a un immeuble construit dans les années 70 ou 80, et donc ça ressemble plus du tout à ça. Et en fait, j'ai pas réussi à trouver. J'ai cherché partout, j'ai regardé dans les quelques films qu'il y avait, j'ai rien trouvé, même dans l'armée du crime de Guédiguian, il n'y a pas ça. Donc voilà, on a été obligé de l'inventer un peu. Donc j'ai le carrefour de la rue d'avant, j'ai les rues autour, j'ai à peu près tout, mais j'ai pas cet endroit-là. Voilà. Et c'est vraiment un travail qui nous obsède assez, parce que pour le dessin aussi, ça va plus vite quand je trouve la documentation, et là on avait vraiment besoin d'aller vite. Et moi ça me rappelle aussi la première page test que j'ai faite pour le bouquin. Là on avait la doc, mais en gros c'est une scène qui se passe à Levallois-Perret, où il y a un rassemblement avec Rajman, Arsène Chakarian et Missa qui se retrouvent en fait à la station de Louise Michel, donc c'est la station qu'on connaît aujourd'hui. Mais elle a changé de nom dans les années 50 et juste avant elle s'appelait Valier. J'ai mis du temps à trouver ça. Ouais. Ouais. Donc il y a ce gros travail là aussi de se dire à un moment donné, n'importe quel détail qui peut nous paraître assez banal, il doit être vérifié, il doit être checké pour voir si c'est vraiment si ça s'appelait Louise Michel, s'il n'y a pas d'anachronisme. Et ça on doit faire attention à la fois dans les faits et à la fois dans le dessin. Donc moi aussi quand je dessine un costume, quand je dessine un lieu, quand je dessine une voiture, quand je dessine une arme, il doit y avoir une vraie véracité de savoir est-ce que cette arme-là, elle n'est pas sortie, elle n'a pas été mise en service 2 ans plus tard. Ou est-ce que les jeunes Arméniens à cette époque-là, ils s'habillaient de cette manière-là? Est-ce que les Kurdes s'habillaient différemment? Donc il y a tout ce travail-là, il y a forcément une marge d'erreur, parce qu'encore une fois, la documentation, on doit la faire dans un temps limité et dans l'accès aux archives qu'on a, donc forcément c'est limité. Mais il y a quand même ce travail-là qui doit être fait sur chaque détail, sur chaque chose qui peut être visuellement présente dans l'album. Et là même, je dirais, tu peux peut-être la montrer, ou je la montre la scène de la grenade. Et donc, c'est un attentat raté. Eux, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la concurrence de mémoire, il y a des gens qui disent que cet attentat est réussi et que le mec qui était dans la voiture sur lequel ils ont jeté la grenade est mort. D'autres qui disent qu'il est vivant, après il est rentré en Allemagne, un peu compliqué. Donc il faut faire un choix, mais je dirais même pour la doc, on a fait attention aussi à montrer comment fonctionne vraiment une grenade M4 américaine.
Parce qu'on voit dans plein, même dans des films, mais dans des BD, des gens qui utilisent des armes et qui savent pas du tout comment ça marche. Donc montrer comment ça fonctionne, ça paraît un détail, mais au moins voilà, on sait qu'il y a une goupille, une cuillère, que la goupille s'en va, après on tient la cuillère, on lâche, elle s'envole, et après la grenade explose. C'est des trucs bêtes, mais moi j'y tiens parce que ce serait ridicule. J'ai fait une autre BD, tu peux le poser, une autre BD avec Ginette Kolinka, vous connaissez peut-être. Je suis allé avec elle à Birkenau en 2020 pour son dernier voyage. Elle a décidé sur place à la fin qu'elle ne reviendrait plus. Et on s'est dit c'est important aussi peut-être de mettre un petit encart dans cette bande dessinée, parce que je lis beaucoup de bandes dessinées, même dans des documentaires, ce qui est encore plus fou, où en fait on voit quelque chose sur Auschwitz, et donc on commence par une caméra qui avance sur les rails vers le portail de Birkenau, vous voyez, avec les rails qui rentrent comme ça. Et puis après, une fois qu'on est rentré, on voit le portail de Auschwitz avec marqué Arbeit macht frei. Mais en fait, c'est pas le même camp, c'est à 3 km l'un de l'autre. Et je ne comprends pas comment des gens qui travaillent sur ce type de sujet font même pas attention à ça, c'est complètement fou en fait. Et donc pour moi, ça décrédibilise d'emblée le truc. Donc je comprends qu'on puisse se tromper, tout ça c'est important, mais sur des choses qu'on peut quand même avoir sous les yeux, c'est important de faire le voyage, d'aller voir, de travailler là-dessus, donc voilà, ça c'était important. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais je rebondis par rapport à ce que tu dis aussi, mais je pense aussi que le fait qu'il y ait une humilité de la part de JD, moi-même et tous les dessinateurs sur ce projet-là, en ce qui concerne l'histoire et la véracité historique, c'est un bon moyen aussi que ce soit plus accepté. C'est-à-dire que par exemple, je crois que c'est page 27, on a appris donc, après avoir fini le bouquin, donc toutes les pages étaient déjà faites, on a appris que Karabed, le frère de Missak, est arrivé en France un an avant lui, donc ils ne sont pas arrivés en même temps. On a dessiné toute la scène où ils arrivaient en même temps, par le même bateau à Marseille en 1925, et en fait son frère est arrivé un peu avant. Mais ça, on l'a appris dans les archives après avoir fini le bouquin, et de mettre une petite astérisque en disant bon, on a appris que le frère était arrivé un an plus tôt, c'est une forme d'humilité de se dire bon, on n'avait pas toutes les infos à ce moment-là, mais au moins on le signale. Et heureusement qu'on a pu bosser donc avec Thomas Fontaine, comme disait JD, et le musée de la Résistance nationale, parce qu'on n'est ni lui ni moi historien, et donc on ne peut pas prétendre à un moment donné se dire qu'on a accès à toutes les infos qu'il faut, sans les vérifier, sans quoi que ce soit, et ils sont arrivés en même temps, et puis voilà, basta, on ne va pas creuser plus tard. Et on se rend compte encore aujourd'hui qu'il y a des informations sur Missak, donc notamment son âge, comme quoi il était 3 années plus jeune, qui sont encore décryptés aujourd'hui parce qu'il y a des cahiers personnels qui sont traduits en arménien. Donc il y a encore plein d'infos qui arrivent, et comme disait JD, c'est possible que dans quelques années, il y ait des bouquins sur Missak qui sortent, et il y a des scènes qu'on a faites dans le bouquin qui ne soient plus du tout d'actualité. Et ça, il y a un peu d'humilité de se dire, bon, ok, on n'a pas la science infuse, on essaie de faire du mieux qu'on peut. De toute façon, les lecteurs, je pense qu'ils le savent, quand ils viennent me voir en rencontre ou en dédicace, ils disent, on voit que vous avez mis le meilleur de vous-même, et vous ne foutez pas de notre gueule sur la véracité. Voilà, je pense que c'est le plus important. Mais tu peux dire aussi que je vais le dire, que ton papa, il est arrivé en même temps que ton arrière-grand-père, il est arrivé, quand même, n'exagérons rien. Il était vigoureux, mais quand même pas à ce point-là. Ouais, il est arrivé en même temps, si tu peux raconter juste 2 secondes l'histoire de ta famille aussi. Ouais, c'est vrai. Bah, forcément, en bossant sur un rescapé du génocide des Arméniens, moi, ça m'a fait m'intéresser davantage à l'histoire de mes arrière-grands-parents, qui sont eux-mêmes arrivés en France dans les mêmes années, en fait, la même année quasiment. Donc mes arrière-grands-parents sont rescapés du génocide, sont comme Missak arrivés à Beyrouth au début des années 20 ou à la fin des années 10. Et comme Missak Manouchian, ils sont partis de Beyrouth vers Marseille, parce qu'à un moment-là, le Liban, c'était un mandat français. Donc ça veut dire que les connexions entre Beyrouth et Marseille se faisaient quand même assez naturellement. Et tous les rescapés du génocide qui étaient soit en Syrie, soit au Liban, étaient en fait rapatriés vers une terre d'asile où ils pouvaient être en sécurité et avoir une vie, on va dire, beaucoup plus convenable qu'en Arménie ou en Russie ou au Liban. Et donc du coup, il y avait ces trajets en bateau qui se faisaient de Beyrouth à Marseille. Ils sont arrivés à peu près tous au début des années 20, entre 1922 et 1927-1928, parce qu'il y a eu le passeport Nansen, donc on en parle dans la BD aussi de ce passeport-là qui a débloqué pas mal de situations pour les rescapés des génocides, qui ont pu, à un moment donné, quitter ces terres-là où en fait ils étaient encore dans le traumatisme qu'ils venaient de vivre quelques années plus tôt et arriver à construire une vie ailleurs. Donc il y en a qui sont allés outre-Atlantique jusqu'aux États-Unis. Il y a eu d'ailleurs un très beau reportage, un docu qui a été fait sur Aurora, qui est devenue une star hollywoodienne aux États-Unis. Missak, lui, s'est arrêté à Marseille.
Et comme mes arrière-grands-parents, voilà, eux ils sont restés à Marseille, lui il est monté à Paris pour trouver du travail, mais c'est vrai qu'il y a des histoires et des passerelles communes entre voilà, l'histoire de mes arrière-grands-parents et celle de Missac. Et moi ça m'a permis de me rendre compte aussi et de m'intéresser davantage à l'histoire de ma propre famille et de voir qu'en fait les similitudes elles sont quand même assez importantes. Voilà. Et juste cette histoire du passeport Nansen, pour les apatrides, qui a été créé beaucoup aussi pour les Russes après la Révolution de 1917, je le connaissais pas du tout, moi je savais pas du tout ça, donc c'est ça que je disais tout à l'heure. Moi ce qui me plaît dans le fait d'écrire tout ça, c'est de faire plein de découvertes, quoi. Des fois j'écris des scènes, je me rends compte que j'ai trop simplifié, qu'il y a un détail qui cloche, je regarde et je découvre plein de choses, comme là on a parlé du camp aussi d'arrivée des Arméniens à Marseille. J'ai réussi à trouver des photos, on a mis le camp. Normalement il semblerait que Missac n'y soit pas allé parce que son frère allait le chercher à l'arrivée, mais c'était quand même intéressant de montrer le camp. Voilà, je ne sais pas comment j'aurais fait si j'avais su avant, mais le camp il était super intéressant. L'histoire du camp elle-même qu'on raconte, elle est super parce que on essaye aussi de contextualiser tout ça, d'expliquer aussi comment ça se passe, en même temps qu'on a une histoire un peu vibrante. Et il se trouve que cette BD, je pense que le début est très dans l'émotion, j'espère plus ou moins juste historiquement, le plus possible en tout cas. Et je me suis rendu compte qu'en arrivant à la fin, elle devient sans doute un peu plus historique, un peu plus austère, il y a un peu moins de scènes d'amour, etc. J'aurais aimé en faire plus, mais j'avais pas le temps et on n'avait vraiment pas la possibilité de le faire. Et je pense que ça manque un peu, pour le dire très honnêtement, pour moi il manque 20 pages, peut-être 30, de vraies scènes de bande dessinée entre les personnages, d'amitié, d'amour, de combat, voilà. Mais bon, on pouvait pas faire autrement et je pense que le livre il fonctionne quand même lui-même comme ça et c'est intéressant. Mais c'est vrai que ma version idéale du livre, elle serait encore plus grosse, quoi. Mais ils étaient déjà en train de mourir, donc je pouvais pas leur en demander plus. Je leur ai déjà demandé beaucoup, en fait. Alors moi je vais reprendre sur un petit peu les pistes pédagogiques, hein, on va rentrer un petit peu plus en détail. Donc je vous ai dit, on en a conçu 3, hein, une sur... l'idée c'est vraiment, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je les ai utilisées, hein, comme des accroches sur chacune des thématiques, d'accord. Donc la première sur le génocide des Arméniens, la seconde sur étudier l'entre-deux-guerres à travers le destin de Missac Manouchian, et la troisième sur étudier la résistance à travers le destin de Missac Manouchian. Donc elles sont toutes les 3 conçues de la même façon, on travaille sur la web-série. L'idée c'est de la visionner en classe. Alors moi j'ai pas mal tâtonné là-dessus, maintenant je commence à avoir un peu de bouteille, j'ai remarqué que quand on passe une vidéo de 3-4 minutes, c'est toujours difficile de demander aux élèves de prendre des notes tout de suite. Donc en fait ce que je fais maintenant, c'est que je la passe 2 fois. Une première fois où je leur dis vous profitez, vous regardez, etc. Et puis après la deuxième fois on prend connaissance des questions et on répond aux questions. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai conçu les 3 pistes pédagogiques. Je vais rapidement expliquer un petit peu les 2 premières, mais c'est surtout sur la troisième, parce qu'aujourd'hui on est sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc rapidement, elles se présentent toutes de la même façon, hein, les pistes d'enseignement, enfin les pistes pédagogiques sur l'UNI sont toujours de la même façon, hein, on a la place dans les programmes, les notions qui sont abordées, les objectifs pédagogiques. Et l'idée c'est, donc soit, je vous ai dit, soit on peut distribuer un petit questionnaire aux élèves où ils vont répondre aux questions, mais on a aussi la possibilité, si vous souhaitez faire un travail avec eux en classe par exemple, ou les faire travailler en salle informatique, ce qui est pas mal sur le site Lumni, c'est que vous pouvez passer très facilement de la version prof à la version élève. Et donc là je suis en version, élève, et la particularité de la version élève, c'est que vous avez les vidéos et les questions sans les éléments de correction. Alors là, il y a un bug, hein, il y a un élément de correction dans Louis de Paillette, mais on les a mis en ligne en début de semaine, ça va être corrigé. Voilà, donc du coup, vous pouvez très bien, je vous disais tout à l'heure, ça peut être une alternative si on n'a pas la BD, hein, vous avez des planches qu'on a extraites qui vont venir en complément des informations qui sont données dans les vidéos. Et si après vous repassez dans la version enseignant, pour vous, hein, vous avez les éléments de correction, même si vous êtes tout à fait capable de les faire vous-même, hein, mais c'est vrai que ça vous guide quand même. Voilà. Donc sur la piste sur le génocide arménien, on a pris le parti donc, de travailler sur la première vidéo qui parle du génocide des Arméniens, le premier épisode de la web-série, puis on a complété avec un témoignage d'une survivante du génocide. Voilà, je ne vous le passe pas bien sûr, mais vous avez le questionnement qui est prévu aussi. Pour la seconde piste pédagogique, celle qui est sur les années 30. Donc on a pareil, on a utilisé le deuxième épisode de la web-série et on y a ajouté alors oui, tiens, sur le passeport Nansen, on a pris
l'extrait. On y a ajouté, pour finir, hein, sur Vie et mort du Front Populaire, un extrait, enfin pas un extrait, la vidéo du Front Populaire dans la série La Grande Explication. Là aussi, si vous ne connaissez pas, c'est fabuleux. Hein, en 5 minutes, on a une mise au point sur un événement. Voilà. Et donc là, on a rajouté celle sur le Front Populaire dessus. Et donc, je vais arriver à ma troisième piste pédagogique, donc celle sur la résistance à travers le destin de Missak Manouchian. Donc, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est... En tout cas, c'est comme ça que moi je vais le faire avec mes élèves. On visionne la vidéo une première fois, deuxième fois, ils regardent et ils prennent des notes. Alors aussi pour donner ce que je vous avais dit, il y a cette idée de faire de Manouchian un fil rouge, d'incarner un peu la première partie du programme. Donc l'idée c'est je leur ai distribué en début d'année une chronologie vierge sur laquelle j'ai repris à gauche les éléments les grandes dates du programme à connaître pour le brevet, d'après les fichiers du SCOL, et puis à droite les événements de la vie de Manouchian. Et en fait, à la fin de chaque piste pédagogique, si on les fait toutes les trois, vous n'êtes pas obligé de les faire toutes les trois, hein, mais si vous avez envie de prendre ce prisme-là, eh bien à la fin de chaque visionnage, on complète la chronologie, à la fois avec les dates qui correspondent au programme et les dates qui correspondent à la vie de Manouchian. Et donc dans la piste pédagogique, vous avez les deux, hein, vous avez la frise à télécharger, votre version corrigée et la version élève. Donc si vous voulez, c'est déjà à disposition. Alors ensuite, donc pour cette piste pédagogique particulièrement sur Manouchian pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a la vidéo, donc elles sont toutes très bien faites, et je dis pas ça parce que les collègues de l'UMNI sont là, ni les collègues BDistes, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment très très bien fait, vous allez voir, c'est vraiment à regarder, c'est ultra performant pour nos élèves, c'est-à-dire que vous leur faites regarder la vidéo, vous pouvez leur faire compléter un petit tableau, là aussi vous l'avez à disposition, avec les dates de la guerre, et c'est pas mal pour avoir un premier aperçu de comment commence la guerre, de comment se mettre les choses en place, c'est vraiment bien fait. Ensuite, je pose une série de questions, bien sûr, plus spécifiques sur Manouchian. Savoir pourquoi est-ce qu'il est interné à la prison de la Santé dès 1939. Hein, évidemment, il est considéré comme suspect avec le pacte germano-soviétique, sa proximité avec le Parti communiste. Donc là, c'est très bien expliqué et simplement expliqué dans la vidéo. Des petites questions sur quand est-ce qu'il sort de prison, pourquoi les communistes rentrent dans la lutte armée à partir évidemment de l'opération Barbarossa et l'invasion de l'URSS. Et puis quand et comment Manouchian rejoint la résistance. Donc, voilà, une petite série de questions sur vraiment l'engagement de Manouchian. Ensuite, la deuxième partie, donc avec un autre épisode de la web-série. Là, on passe dans la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale, le début du renversement. Hein, donc il y a une question sur pourquoi le Troisième Reich est aux abois à partir de 1943. Donc c'est les suites des débarquements au Maroc et en Algérie, des Alliés, la bataille de Stalingrad, etc. Donc là, on arrive ensuite de nouveau à des questions sur la résistance est sur Manouchian. Pourquoi est-ce que cette résistance s'intensifie à ce moment-là? On commence à sentir le début de la fin. Hein, ça, c'est quelque chose dont Manouchian a bien conscience, hein, notamment, on en parlera tout à l'heure, mais dans sa dernière lettre qu'il écrit à Véligny, il a vraiment cette conscience que la guerre est finie et que c'est vraiment dommage de mourir maintenant parce qu'il suffirait de quelques mois pour que de voir la libération du pays. Et donc l'attentat de Jules Ritter qui va être vraiment, les collègues en ont parlé tout à l'heure, hein, qui va être vraiment le moment où ils vont être vraiment repérés par les RG et ils vont être filés par les brigades spéciales et c'est amené à leur arrestation, hein, donc le 21 février 1944 à Évry-Petitbourg. Je pose une question aussi sur le rôle des femmes, parce que c'est vrai qu'elles sont présentes dans la BD hein, aussi, notamment trois, hein, Golda Banchik qui joue le rôle d'agente de liaison, on a bien sûr Bélier Mégliné hein, qui va taper les rapports d'action, qui va repérer des cibles, etc. Et puis Christina Bricot, Jean-David en a parlé tout à l'heure, hein, qui est responsable du service des renseignements DFTP MOI. Ensuite, il y a une question sur la fiche rouge, d'accord. C'est vrai que sur cette piste pédagogique, vous verrez, j'ai pas insisté sur la fiche rouge, mais il y a déjà un travail qui a été fait par une autre collègue sur l'UMNI, donc j'ai pas réinventé la poudre.
Voilà, donc là vous avez la fiche, je vous en ai parlé tout à l'heure, à télécharger. Et donc après, alors là on est complètement dans l'esprit, enfin j'espère que vous ne me contredirez pas, on est complètement dans l'esprit de la bande dessinée, c'est-à-dire que, en fait, un peu comme au Panthéon, le 21 février 2024 sont entrés Missak, Belliné, mais aussi tous les autres FTP et Bowie avec eux, quelque part, et bien la BD c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on part de l'histoire de Missak Manouchian et à la fin on a une série de portraits de tous les, de 30 résistants et résistantes. Et donc c'était un peu l'idée de la fin de cette piste pédagogique en fait. Moi ce que j'ai proposé pour celle-ci, c'est de faire travailler les élèves sur des destins de résistants. Donc l'idée c'est il y en a 30, alors bien sûr on peut pas, alors, si on pourrait imaginer faire travailler un élève sur un résistant, mais après la mise en commun ça devient compliqué, d'accord. Donc là je vous ai remis la liste de tous ceux qui sont évoqués à l'intérieur de la BD. On a ceux qui sont sur la fiche rouge, on a d'autres fusiliers du Mont Valérien, puis on en a quelques-uns qui ont survécu. Donc là, en fonction de vos intérêts pédagogiques, de comment vous voulez construire votre séquence, vous pouvez choisir ceux sur lesquels vous voulez faire travailler les élèves. Et donc moi en fait, ça je ne l'ai pas encore fait, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les faire travailler en binôme. Et l'idée c'est, en leur donnant un résistant ou une résistance sur laquelle ils doivent travailler, et leur faire compléter donc une fiche comme ça. Alors je vais vous en montrer une vierge, voilà, ça c'est celle sur Manouchian. L'idée c'est, voilà, vous avez eu, il y a des informations dans la web-série, il y a des informations sur la BD, maintenant vous allez aller voir, je vais vous dire sur quel site internet je les envoie, mais vous allez compléter l'avis de votre résistant, de celui qu'on vous a mis à dispo. Donc à gauche j'ai mis le portrait Harcourt, comme en parlait Jean-David tout à l'heure, et à droite, eux ils vont aller chercher, lorsque c'est possible, une vraie photo qu'ils vont trouver sur le site internet. Au passage on fait un peu d'éducation média, on leur dit que quand on cherche une photo et qu'on la recopie dans un document, on précise d'où vient la photo. Et donc voilà les questions que je leur pose. Donc je leur donne le document en format modifiable. L'idée c'est de valider en même temps des compétences du cadre de référence des compétences numériques. Moi je fais beaucoup de numérique, alors du coup j'en profite. Là ils ont un document Word, il va falloir qu'ils le complètent, il va falloir qu'ils respectent une police, il va falloir qu'ils ne dépassent pas une page, il va falloir qu'ils... Alors, je pousse aussi le vice. Alors je vous rassure, je le fais pas à chaque fois parce que sinon c'est impossible, mais une fois par an, je demande qu'ils m'envoient un devoir par mail. Une fois, bon ça en fait 30, voilà. Parce que du coup comme ça on peut valider la compétence, je rédige un mail, je mets le document en pièce jointe, etc. Alors là, typiquement ça peut s'y prêter de leur demander, une fois qu'ils ont fini leur document, ils vous envoient un petit message, voilà mes recherches sur le résistant, ils mettent et je peux vous dire qu'il y a du boulot, vous savez si vous êtes enseignant, mettre une pièce jointe, renommer la pièce jointe, il y a du boulot pour un certain nombre d'entre eux. Donc voilà, je les fais donc nom, prénom, surnom dans la clandestinité, nationalité, date et lieu de naissance, date et mort, sa vie avant la guerre, ses engagements dans la résistance, les conditions de son arrestation, de sa mort, le lieu de sépulture, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que je pose ces questions-là ? Il y a une idée bien sûr derrière. L'idée c'est de découvrir la diversité des origines de ces résistants, puisque effectivement on a beaucoup d'origines différentes, polonais, arméniens, etc., etc. Leur motivation pour entrer en résistance, la variété des formes de résistance, tout ça c'est des choses dont on a besoin, qu'on a besoin d'expliquer en cours. Donc qu'est-ce que c'est que la résistance ? C'est pas simplement la résistance armée, c'est aussi les agents de liaison, c'est le renseignement, c'est les faux papiers, c'est tout ça. Voilà. On a tout ça qu'on peut découvrir en découvrant un peu ce panel de résistants. Et puis la question aussi sur le lieu de sépulture, c'est intéressant aussi, parce que ça peut être l'occasion de leur expliquer aux élèves qu'en fait, après l'exécution au Mont Valérien, on dispatchait les fusillés sur différents cimetières, parce que l'idée c'était de ne pas créer de lieu de recueillement. Voilà, donc on les disperse. Donc là, comme ça, une fois qu'on fait la mise en commun après, on dit lui il a été dans tel cimetière, lui il a été dans tel cimetière, c'est l'occasion de leur expliquer ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, donc moi ce que j'ai projeté de faire, c'est que lorsqu'on aura terminé lorsqu'ils ont fait ces recherches, après moi je corrige et on fait une mise en commun en classe avec restitution à l'oral. Voilà, c'est comme ça que je l'ai prévu. Alors les 4 sites sur lesquels je vais les emmener travailler, donc c'est le portail du mémorial de la Shoah. Alors on y pense forcément quand on parle de déportation, mais en fait il y a aussi des fiches, des petites biographies qui sont très bien sur les fusillés, les internés, sur la résistance, les enfants cachés, les justes, enfin bon voilà, il y a plein de choses. Vous avez la base de données du musée de la résistance en ligne.
plus de 44 000 notices de résistants et de résistantes. Et les biographies sont un peu comme pour le mémorial de la Shoah, elles sont bien adaptées. Parce que c'est vrai que quand on envoie nos élèves sur Wikipédia, etc., outre les éventuelles, enfin moi je suis pas du tout un anti-Wikipédia, mais les éventuelles erreurs, le gros problème c'est surtout la longueur. Enfin en tout cas en collège ils se paument dans la longueur. Et là les biographies sont très bien faites. Alors le site du métro, bien sûr, hein, on a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis le site Mémoire des hommes. Voilà. Donc ça, c'est pour ces pistes pédagogiques, sur cette piste pédagogique, voilà, comment je vous propose de travailler. Voilà, c'est à vous de vous en emparer, bien évidemment, mais voilà l'idée. Bah, dis donc, moi je suis impressionné qu'on puisse faire tout ça d'après notre BD, bravo, c'est génial. Félicitations, j'ai envie de remplir les fiches. J'ai oublié des trucs déjà, donc j'aurais peut-être pas une bonne note. Mais par contre, tu as vraiment fait un gros piège avec la nationalité de Manouchian, parce que en fait, quelle est sa nationalité? C'est très compliqué, et je pense qu'on peut dire qu'il est apatride avant tout. Et donc c'est aussi une bonne réflexion sur l'histoire du monde de cette époque-là, et donc c'est vachement bien. On peut marquer qu'il est arménien et ça passera. Ils n'auront pas une mauvaise note, mais si on leur explique le côté apatride, c'est encore plus génial. Et en plus, pour le coup, comme enfin, on en parlera sûrement à la fin, mais il y a quand même l'idée il y a une dimension, nous, en histoire géo, on sait que même si on ne doit pas être les seuls, on est quand même beaucoup en charge de l'enseignement moral et civique. Et c'est vrai qu'il pose beaucoup de questions là-dessus. Hein. C'est dans l'actualité, hein, les histoires de nationalité, d'échéance de nationalité, apatride, c'est des questions qui posent. Hein. Et donc c'est vrai que c'est l'occasion d'en parler. Ouais. Je reviens sur la pluralité des supports, mais c'est pas des supports qui sont concurrentiels, c'est juste qu'ils sont vraiment complémentaires. Je pense qu'il y a des élèves, moi je m'en suis rendu compte en rencontre, qui sont beaucoup plus aptes à être captivés ou à rentrer dans un sujet si ça passe par la vidéo, d'autres si ça passe par l'image statique, d'autres ça passe par la lecture. Et un support peut en amener un autre. Il y en a certains, ils vont passer d'abord par les 4 épisodes parce que c'est ce qui va peut-être les catcher davantage avec de la musique, avec du montage plus dynamique. Ils sont super aussi, ils sont hyper vivants, hyper rythmés, c'est super. Ouais, exactement. Donc ça peut passer par là, en premier lieu, et après passer par de la BD, et ça peut être l'inverse. Et encore une fois, la BD, c'est pas non plus une finalité, c'est peut-être une porte d'ouverture vers lire le cahier historique qui est à la fin. Bêtement, il y a un cahier historique d'une 15aine de pages qui a été rédigé par Thomas Fontaine, donc qui a fait un job phénoménal d'historien. On est un peu à l'école des fans, on met 10 à tout le monde, bravo les gars. C'est vrai. Et donc voilà, les élèves, s'ils ont accroché aux 4 épisodes, s'ils ont accroché à la bande dessinée, ils peuvent davantage en savoir s'ils s'intéressent au cahier historique, et puis inversement, s'ils ont envie de commencer par le cahier historique et puis après regarder les 4 épisodes, grand bien leur face. Voilà, il n'y a pas de principe concurrentiel entre les différents supports. Voilà. Je trouve ça important parce que moi j'ai appris l'histoire à l'école, mais j'étais intéressé, mais pas tellement. Mais en même temps, je lisais des bandes dessinées de l'époque, dans les années 80, comme Les Passagers du Vent, Les 7 vies de l'épervier. Et en fait, c'est en lisant par exemple Les 7 vies de l'épervier que j'ai eu envie de savoir ce que c'était que cette histoire de Louis XIII, qui était son papa, qui était son fils, comment ça fonctionnait. Et donc j'ai beaucoup... la BD, moi, ça a été aussi une porte d'entrée vers l'histoire. J'ai eu envie de découvrir tout ça parce qu'il y avait des gens qui me donnaient soit des biographies, soit des fictions vivantes, on va dire, et qui m'ont donné envie de comprendre le contexte. Et donc c'est vrai que la BD est une bonne porte d'entrée. À l'époque, il n'était pas question tellement de parler de bande dessinée en classe. Je suis content de voir qu'en 30 ans, les choses ont changé. Mais les BD étaient déjà aussi bonnes à l'époque et aussi justes, je pense, historiquement. Donc voilà, c'est super de voir qu'à partir de ça, de cette passion, moi, de jeunesse de la bande dessinée qui m'a appris tellement de choses et que je continue à apprendre en faisant, on peut aussi faire des cours formidables pour les élèves et qui sont... voilà, c'est génial pour moi, voir ça, c'est... je dirais pas que c'est une consécration parce que j'espère pas mourir tout de suite, mais en tout cas formidable, quoi. Petite précision également, on parlait des différents supports, il y a évidemment les textes et la lettre de Missa Caméliné qui peut être étudiée en classe également, Strophe pour se souvenir, donc le texte d'Aragon. Donc c'est vrai qu'on peut faire et de multiples entrées possibles. Ouais, ce qui est cool, c'est qu'avec cette bande dessinée-là, c'est vraiment pluridisciplinaire. Moi, j'ai fait des rencontres avec des profs de français pour bosser sur le poème d'Aragon, pour bosser sur la lettre de Missa Caméliné. J'ai bossé avec des profs d'histoire, évidemment, parce que ça traite d'un sujet historique. J'ai bossé avec des profs d'art plastique aussi, parce que forcément, quand on parle bande dessinée, ça touche à l'art plastique. Donc c'est ça qui est cool, c'est que ça fait la jonction entre plein
plein de matières différentes, et je pense que les élèves, ça les captive aussi de voir que ça peut être... il peut y avoir des passerelles comme ça entre différentes disciplines, et que c'est pas quelque chose qui peut être enfermé uniquement dans un seul cours. Et puis même, ça peut créer aussi des affinités d'un élève qui kiffe l'histoire. Il peut se dire que ça peut passer par la bande dessinée, et inversement, quelqu'un qui aime la bande dessinée, il peut dire qu'il peut raconter certaines choses historiques par ce biais-là. Voilà. Le point, On a également sur le milieu enseignement, tu l'évoquais tout à l'heure Olivier, publié une piste pédagogique à destination des élémentaires, plutôt des élèves de CM1, CM2, pour préparer une exposition à l'école à partir justement des portraits façon Harcourt. Donc l'idée également est de leur demander de faire des recherches sur le portrait qu'ils ont choisi et de faire une exposition à l'école ensuite. Donc là c'est une approche plutôt pour les plus jeunes. Donc à faire la promo, autant faire de tout. Le musée de la Résistance nationale, le MRN, a fait aussi, a tiré de cette bande dessinée une exposition formidable, en plusieurs panneaux, peut-être 18 panneaux je crois, qui louent, je ne sais pas combien, je ne l'ai jamais loué, je vous avoue, moi j'ai le PDF, mais dans les CDI, les collèges, voilà. Et donc depuis très exactement le 21 février, elle a déjà été exposée 60 fois, 65 je crois, peut-être. Combien ? 64. Donc c'est un succès assez incroyable de cette expo qui est vraiment hyper bien faite par Thomas Fontaine et Caroline François, et qui est vraiment peut-être même que la BD c'est le complément de cette expo plutôt que l'inverse. Donc voilà, ça fait quand même un arsenal, si je peux utiliser cette expression, pour la Seconde Guerre mondiale, assez complet sur l'histoire de Manouchian et surtout de tous ses copains et copines. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à appeler d'ailleurs ce bouquin Missak, Méliné et le groupe Manouchian, parce que je voulais pas que ça tourne que autour de lui, parce qu'ils sont tous géniaux à mon avis. Voilà. Juste, je voulais terminer un petit peu en parlant de MC, mais juste avant, peut-être vous redemander, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais vous êtes déjà intervenu, vous, devant des élèves, un peu les réactions qu'ils ont justement sur le média BD, sur ce parcours de Manouchian. Parce que je pense que quand c'est dit par vous, c'est encore autre chose que quand nous on le fait. Oui, parce que nous, on peut se permettre de dire des mots que vous n'avez pas le droit de dire devant vos élèves, d'emmener une énergie ou un truc, dire des blagues sur des trucs comme ça. Alors, là, hier, j'ai commencé mon intervention devant les élèves à Mer, là pas loin, en leur demandant si certains d'entre eux avaient déjà été fusillés. Donc ils m'ont dit non, et si être fusillé à leur avis était une expérience agréable, et qu'on pouvait avoir envie d'être fusillé. Donc ils m'ont dit non, évidemment on n'a pas envie d'être fusillé. Donc j'ai pris l'exemple de ma copine Madeleine Riffaut, qui à 19 ans allait être fusillée par la Gestapo, et qui a dit, quand on lui a dit on va te fusiller, a dit à l'officier merci monsieur, parce qu'en fait ça voulait dire qu'ils allaient arrêter de la torturer. Et donc dans certains, et elle est encore vivante, mais dans certaines, voilà, c'est bien aussi de jouer avec le côté disruptif devant les élèves et d'expliquer que tout n'est pas si simple. Par exemple, aujourd'hui, on dirait quelqu'un qui a parlé sous la torture, c'est un traître, il mérite la mort, etc. Alors que les résistants, et Madeleine et lesquels que j'ai rencontrés, me disent tous, en fait, c'est pas grave de parler, en fait, on sait pas comment on va résister sous la torture. Donc parler, on ne peut pas en vouloir aux gens qui ont parlé, parce qu'on sait très bien que c'est possible. Et c'est marrant comment cet esprit de eux-mêmes s'est transformé chez nous, qui n'avons pas vécu cette période, en un truc horrible. Mais en fait, le vrai truc, c'est qu'il faut tenir 3 jours. Il faut essayer de tenir 3 jours quand on est torturé, parce que le réseau et tous les camarades ont le temps de rentrer dans le brouillard, et donc de disparaître. Et donc le réseau se disparaît complètement. Les gens, ils habitent plus chez eux, ils vont vivre dans des endroits prévus à l'avance, et donc 3 jours, c'est bien. Donc, et ça, c'est des petits détails intéressants qui aussi permettent de comprendre l'époque, de comprendre aussi l'organisation de la résistance, qui est... Alors ça, je l'explique dans Madeleine Résistante, avec les triangles de direction et tout ça, comment ça fonctionne. J'avoue que c'est assez passionnant de voir toute cette organisation clandestine qui a été mise en place. Voilà, par exemple, les FTP MOI, ils étaient payés, ils avaient un salaire pour être résistants. Parce que vivre dans la clandestinité, ça coûte très cher, il faut acheter plein de choses, c'est très compliqué. On parle aussi en 4e femme de Madeleine Oboda, qui faisait comme Golda Bancic, qui amenait les armes en fait,
Donc, parce qu'ils ne pouvaient pas se balader dans la rue avec des armes, donc en fait ils avaient des rendez-vous clandestins. Les armes, elles étaient soit cachées dans des paniers de provisions, soit dans des berceaux parfois. Et donc les garçons passaient, ils prenaient une arme, ils allaient tuer quelqu'un, après ils se retrouvaient après, ils redéposaient l'arme, ils disparaissaient s'ils étaient poursuivis par les nazis. Donc toute cette organisation-là, on la raconte et c'est intéressant. Et par exemple, Madeleine Oboda, elle vivait avec une amie juive qui avait un fils. Ils vivaient dans un tout petit appartement, une chambre de bonne de 9 mètres carrés à deux, et en fait ils dormaient, ils avaient tellement pas de place qu'ils dormaient sur les armes, sur la dynamite, sur les flingues, sur les munitions. Sous le lit, elles avaient, c'était des femmes, toutes les deux, elles avaient ça. Donc c'est une vie, c'est aussi une vie intéressante à raconter. Et moi, ce qui m'a plu dans la panthéonisation de Manouchian, c'est que c'était le premier non-français à rentrer au Panthéon, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et finalement, tous ces gars, qui soient arméniens, juifs, donc de Hongrie, de Pologne, je pense que, et qui sont morts pour la France, je pense que ça parle à tous les élèves en fait. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gamins qui se sentent un peu oubliés de la République, on va le dire comme ça. Et en fait, voir que des gens sont morts pour cet idéal français et qui reste encore aujourd'hui à remettre en place quand même. Mais en fait, je sens que ça en inspirait beaucoup quand même de se dire... En fait, il y a quand même des exemples de gens qui sont intégrés finalement de force. Manouchian, il est apatride parce que justement, il a fait 2 demandes de devenir français. Les deux la première a été refusée, la deuxième n'est pas allée jusqu'au bout parce que c'était la guerre. Et je pense que ces gens-là sont un exemple aussi, comme Madeleine, pour d'autres raisons, puisqu'elle était française, sont quand même des exemples importants pour toute la jeunesse d'aujourd'hui et que je pense que c'est important de leur en parler, et pas seulement dans les banlieues, mais aussi là-bas. Voilà. Je reviens sur les rencontres scolaires du coup, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire. J'en ai fait pas mal cette année, surtout depuis la rentrée en septembre. J'ai eu l'occasion d'en faire avec tout type de classes, des lycéens, terminales, secondes, premières, des collégiens dans des classes plus ou moins difficiles. Je fais des guillemets pour les gens du fond, pour difficile, parce que ça n'a pas vraiment de sens, mais des classes on va dire, qui sont pas forcément prédestinés à écouter un cours d'histoire, enfin un gars arriver parler d'histoire pendant 1h30, mais bon. Je me suis rendu compte que dans toutes les classes, sans exception, ça s'est toujours très très bien passé. Je pense que le support de la bande dessinée a beaucoup aidé à captiver les jeunes, et le fait que moi aussi je sois jeune, je pense qu'il y a une vraie identification. J'en ai eu plein qui, quand je suis arrivé dans la classe, étaient surpris de voir quelqu'un qui a à peine 10 ans de plus qu'eux, voire moins. Les lycéens, voilà, ils ont 6 ans d'écart avec moi. Et c'est vrai qu'il y a ce biais-là de se dire... le mec qui va arriver présenter sa BD historique sur Missak Manouchian, il doit minimum avoir 200 ans. Ils ne peuvent pas se projeter en se disant que ça peut être un jeune. Donc certains, enfin la plupart même des lycéens et des collégiens, quand ils me voient rentrer, je pense qu'il y a ce petit déclic de se dire ok, ça intéresse quelqu'un qui n'est pas si vieux que ça, qui a à peu près mon âge, donc ça peut m'intéresser moi aussi. Et d'un coup, ils peuvent s'accrocher et être à l'écoute au moins toute l'intervention. Il y en a certains qui vont avoir du mal, c'est vrai, à écouter parler d'histoire, rentrer dans le détail des FTP, MOI, du génocide des Arméniens. Ça peut être difficile de les capter pendant 1h30 sur ce sujet-là. Je vais peut-être leur parler plus de bande dessinée. Et si à un moment donné, j'arrive à faire ce déclic-là de 1% de la classe sur l'histoire de Manouchian, sur la fiche rouge, même si je leur ai parlé 90% de BD, pour moi, c'est mission accomplie. Voilà. Tu peux te lever juste 2 secondes pour que tout le monde te voit? Oui, c'est pas lui qui a 24 ans. Parce qu'en plus, il a exactement la gueule de Manouchian. Donc c'est quand même impressionnant. Il y a des raisons pour ça, évidemment. Voilà, donc juste pour terminer, avant de vous laisser un petit temps de questions, on est bien là dans le temps, mais on n'a pas trop mal géré. Donc 2-3... Voilà. Manouchian, c'est vraiment un personnage complet, du coup, et en tout cas pour nous, professeurs d'histoire-géographie, et juste évoquer 2-3 éléments en EMC, comment on peut aussi mobiliser et le convoquer. Donc juste, on vous montre un petit extrait du dernier épisode de la web-série, le 4e. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Je suis sûr que le peuple français saura honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours.
Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant. Le 21 février 2024, 80 ans après son exécution, Missak Manouchian entre au Panthéon. À travers lui, ce sont tous les résistants étrangers que la nation française honore. La France en s'abattant. Mais moi, ça me fait chialer ce truc. Hein. En classe, ça promet un moment très très émouvant, effectivement. Oui, je connais la fin. Ouais. Je connais tout. Hein, mais... Donc, effectivement, il y a une question dans la dernière piste pédagogique, justement, qui est là-dessus, un petit peu, qui est sur la mémoire de Missak Manouchian. Effectivement, cette mémoire a commencé un petit peu en 1955 avec le poème d'Aragon, et puis interprété par Léo Ferré, et puis par Monique Morelli, là, qu'on a entendu à l'instant. Et effectivement, on n'avait pas forcément prévu de le montrer, mais du coup, je voulais justement parler de cet extrait, parce que pour le coup, en EMC, moi, l'extrait qu'on a écouté là, enfin, tout est parti, je vais vous relire les deux phrases que moi je travaille avec mes élèves. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Et c'est vrai que ça, Jean-David en parlait tout à l'heure quand il parlait un petit peu de nos élèves, ils cherchent, enfin nous aussi peut-être, hein, à se positionner, c'est-à-dire que ça les questionne ces événements, qu'est-ce que j'aurais fait, etc. Et effectivement, parfois ils ont des jugements à l'emporte-pièce. Lui, il a parlé, c'est un traître. Ou alors, les Allemands, c'était tous des nazis. Mais en fait, je trouve que cette phrase de Manouchian, elle permet justement de bien introduire cette idée que c'est pas aussi simple, c'est pas manichéen, il n'y a pas les bons d'un côté et les gens, et les mauvais de l'autre. Hein, c'est plus complexe que ça, il y a toute une galaxie d'attitudes, des évolutions sur le temps, etc. Et cette phrase-là, outre qu'elle est extrêmement émouvante, moi je trouve... Enfin, pouvoir dire ça au moment de mourir et d'être exécuté par un peloton d'exécution allemand, voilà, chapeau. Et ça, ils comprennent, les gamins comprennent bien. Et puis, eh bien, le deuxième élément, hein, c'est ce: je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire. C'est vrai qu'après, on peut embrayer sur la cérémonie au Panthéon, l'entrée de Manouchian, de Méliné, et donc avec eux de tous les FTP MOI, et un petit peu travailler sur les valeurs de la République pour lesquelles ils se sont battus, pour le coup, liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, c'est vraiment, moi j'ai conçu toute ma première partie de l'année en histoire autour de ce personnage de Manouchian. Je suis en train, là... Je ne vous cache pas que je ne suis pas encore arrivé à la France défaite et occupée, hein. Quand même, on est quand même qu'au mois d'octobre. Mais le début, ça a bien fonctionné pour l'instant. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter ou si on passe aux questions. Je peux juste rajouter que cette lettre qu'on connaît, en fait, elle a été très importante dans l'après-guerre, immédiate. Je vais vous reparler de ma copine Madeleine Riffaut, et il y a d'ailleurs 2 épisodes formidables aussi sur elle, sur le MNI. Sur le 3e tome, elle m'a dit à la fin de la guerre, il y a eu le baby-boom, en tout cas chez les résistants, grâce à la lettre de Manouchian. C'est-à-dire que cette lettre était tellement importante de dire mariez-vous et il y a un enfant, qu'elle s'est mariée avec un monsieur important après qui s'appelle Pierre Dex, qui a été l'assistant de Tillon quand il était ministre de la guerre, juste après la guerre, et puis après... elle lui a présenté Picasso, et puis qu'elle connaissait bien, et donc il est devenu un des grands écrivains sur Picasso, son œuvre, etc. Bon, Dex, c'est un mec important. Ils ont eu un enfant, et elle dit mais en fait on s'aimait pas vraiment. Donc, mais on a suivi ce que Manouchian nous avait dit. Il fallait revivre, la guerre était finie, il fallait revivre, et il les a vachement poussés à revivre en fait. Et ils ont fait, elle m'a dit on a tous fait ça, on s'est tous mariés avec des copains de la résistance, et après il y a eu beaucoup de divorces, mais c'est pas grave. Et donc cette lettre est beaucoup plus importante que juste une correspondance entre Manouchian et Méliné. C'est une lettre importante pour la France, je pense, et en tout cas pour tous les résistants. Donc c'était voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça me semble une lettre vitale dans l'histoire de France. Merci. Alors il nous reste 10 minutes, donc pour les questions c'est parfait. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ça va être long, une question de 10 minutes.